La parole est à Monsieur Éric Kerrouche, auteur de la proposition de résolution, et ce, pour 10 minutes. Ce dimanche aura lieu le second tour des élections municipales, aboutissement d'une compétition électorale où s'affrontent idées et visions. Le premier tour aura d'ores et déjà démontré que les formations jugées obsolètes en 2017 ne l'étaient pas tant que cela et pouvaient en remontrer à des organisations plus jeunes qui sont réduites pour l'instant au rôle de simples figurants territoriales. Si ce scrutin se déroule dans des conditions extraordinaires, il est malgré tout l'une de ces respirations qui font se régénérer notre démocratie locale à échéances régulières. Mentionner cette régularité n'est pas innocent en cette saison d'innovation calendaire. Toutefois, quelle portée aurait cette élection à laquelle les Français sont tant attachés sans l'acte fondateur de 1982 ? Cette onde de choc qui s'est diffusée sur notre organisation institutionnelle. Elle n'aurait pas le même sens et le vote de millions de citoyens n'aurait pas non plus la même valeur démocratique. La décentralisation est la grande affaire d'un gouvernement de gauche et le maître mot d'une expérience de progrès. C'est ce que disait François Mitterrand en 1977. Ce sera l'une de ces 110 propositions, la 54e exactement, dans le sillage de propositions de loi déposées par les socialistes dans les années 70. Ce sera la première loi examinée par le Conseil des ministres en juillet 1981. Le même, devenu président, affirmait en 1982 que la décentralisation est la plus grande réforme institutionnelle dans l'équilibre de la France depuis le début du siècle. Et à l'époque, Pierre Mauroy l'avait défendu pour libérer une France asphyxiée par le centralisme et promis aux Français une nouvelle citoyenneté, faite d'une plus grande participation. Cette grande affaire du septennat n'eut que peu d'écho dans l'opinion publique. Une bataille fut pourtant beaucoup plus âpre dans l'hémicycle, avec pas moins de 5000 amendements de l'opposition de droite. Bref, la loi de fer, la bien nommée Droit et Liberté, fut une véritable bouffée d'oxygène démocratique et l'amorce d'une période de modernisation des territoires où, d'acteur central, l'État devenait accompagnateur. La décentralisation marquait tout simplement une nouvelle façon de faire République. Même ses plus féroces détracteurs se sont ralliés à cette réforme. Le nombre de textes successifs portés par des gouvernements de gauche ou de droite pour parfaire cet ouvrage au fil du temps en sont le témoignage. Pour des Français qui la considèrent comme allant de soi, la décentralisation est tout simplement devenue la règle de vie. Cela étant, son succès se mesure également au quotidien. L'investissement des collectivités, on le sait, 70% de l'investissement public civil, les différentes politiques publiques mises en place qui ont permis de délivrer des services publics de proximité, d'innover, bref, de transformer nos territoires. Certes, les collectivités ne peuvent pas tout faire, ni compenser à elles seules les mutations du capitalisme qui provoquent l'effondrement des territoires industriels, ni inverser les mouvements de population ou répondre à toute l'ampleur du défi écologique. Pourtant, la crise de la Covid-19 a mis en lumière les blocages et les lourdeurs de l'État central quand les collectivités territoriales, c'est-à-dire les élus locaux, ont fait la démonstration de leur réactivité, leur adaptabilité et de leur inventivité. Reste que, en dépit de nombreuses réussites, des difficultés demeurent. Complexification des modes de gouvernance locale, nouveaux rapports au territoire induits par une société du mouvement perpétuel, contraintes financières, normes, responsabilité des élus locaux, attentes et exigences toujours plus importantes des citoyens. Par ailleurs, sous 2 quinquennats marqués par des orientations politiques différentes, les territoires ont connu de la loi RCT à la loi NOTRe une véritable fièvre institutionnelle dans l'attente d'un hypothétique texte 3D. Les réformes ont mis les élus locaux, notamment municipaux, sous tension. Début 2019, les maires disaient qu'ils ne voulaient pas de bouleversement institutionnel. Cette attitude s'inscrivait dans un contexte d'incompréhension avec l'exécutif. 80 km/h sur les départementales, suppression de la taxe d'habitation, asphyxie des contrats aidés, contrat de Cahors et balance ton maire.
Si les élus locaux sont tardivement revenus en grâce pendant la crise des Gilets jaunes, puis, par des gestes comme l'adoption d'une loi dite engagement et proximité à la veille des municipales, il reste que seuls 31% des maires se disaient confiants dans la parole du gouvernement pour la mise en œuvre des futures réformes locales. Par contraste, à travers de multiples initiatives, les élus locaux encourageaient à tirer toutes les conséquences des réformes précédentes et en appelaient à une confiance de l'État dans ces territoires. Dans un environnement difficile, rendu plus volatile en raison de la crise du Covid, il n'est plus que jamais nécessaire de changer notre manière d'appréhender la décentralisation. Il faut rompre avec le prêt-à-penser qui existe en la matière. Nous sommes à la fin d'un cycle et il faut relancer notre territoire à travers la transition écologique et à travers également l'innovation. Il nous semble nécessaire de tracer les principes qui entendent néanmoins transformer notre façon d'envisager le gouvernement local. Cette nouvelle approche, c'est surtout un retour aux sources des lois de 1982. Le principe en était simple. Ce qui relève à l'évidence de la proximité et de l'administration du quotidien doit aller vers le local. En d'autres termes, si la perspective organisationnelle est importante, c'est la finalité qui l'est bien plus. Il faut faire en sorte que les biens, les services publics soient distribués plus équitablement sur le territoire, de telle façon qu'aucun citoyen ne se sente jamais oublié ou mis à la périphérie. Ce nouveau récit territorial a plusieurs implications. La première est celle d'un recentrage de l'État sur des fonctions énumérées dans la Constitution, le reste des compétences relevant du niveau local. Comme l'écrivait Pierre Mauroy, aucun nouvel acte de la décentralisation ne pourra se passer d'une réforme en profondeur de l'État central lui-même, un État resserré sur ses fonctions. L'État français est la résultante d'une construction historique, il en porte les stigmates. Notre État raconte une histoire, dessine une mythologie. C'est un État fort, mais à l'instar d'une pieuvre à la tête trop grosse et aux tentacules territoriales trop petites, il souffre désormais de la centralisation dont il a hérité, qui s'est encore amplifiée ces dernières années. Cela ne signifie pas pour autant que l'État doive s'effacer devant les collectivités territoriales ou qu'il faille renoncer au modèle unitaire. L'État doit sortir d'une logique de vassalisation des territoires pour devenir un partenaire. Cela permettrait de mettre fin aux doublons inutiles entre État déconcentré et collectivités décentralisées. Cela mettrait fin à un processus majeur, conséquence du libéralisme, c'est-à-dire le processus d'agencification de l'État qui signe son démembrement par lui-même. L'introduction de dispositifs verticaux d'appel à projets lancés par ces agences court-circuite régulièrement les services déconcentrés et entretiennent des logiques sélectives. Cette redéfinition faite, il convient d'ajuster certaines compétences pour certaines collectivités, affirmer le rôle social du département, redonner quelques compétences à la région, comme le service de l'emploi ou l'apprentissage, donner une place plus affirmée aux élus locaux dans la gestion des hôpitaux et rompre avec une vision trop homogène du fonctionnement des EPCI. Mais si l'État se redéfinit, il doit en être de même pour les collectivités. Pour paraphraser Hobbes, il n'est pas possible que le territoire soit caractérisé par la guerre de tous contre tous. Nous devons l'inscrire dans une logique horizontale, une logique d'interterritorialité. L'interterritorialité est, d'une certaine façon, le pendant de la subsidiarité. Elle doit remettre le citoyen au cœur des vécus territoriaux. Si les institutions sont fixes, les populations, elles, sont mobiles, passent d'une institution à l'autre. S'il n'y a pas de continuité, par exemple en matière de transport public, eh bien, cela pose des difficultés fortes pour certains Français. Il faut élaborer des pactes interterritoriaux au niveau départemental ou interdépartemental. Ils sont la condition de l'affirmation d'une nouvelle justice spatiale qui traitera les ruralités françaises jusque les zones urbaines en difficulté. La même perspective est à l'œuvre s'agissant des territoires transfrontaliers. Cette vision encourage également la possibilité d'évolutions différenciées et adaptées aux diversités territoriales. C'est le cas pour l'expérimentation, c'est le cas pour le droit à la différenciation, c'est encore le cas pour le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales. La différenciation est d'une certaine façon l'aboutissement du processus de décentralisation. Naturellement, lorsque nous parlons de différenciation, nous pensons également aux Outre-mer. Cette nouvelle grammaire territoriale
d'un État recentré et de territoires plus coopératifs a deux autres implications. Des implications financières que développera mon collègue Didier Marie et une deuxième qui est une implication en matière de démocratie locale. Plus de démocratie locale parce que cette dernière doit être inclusive, doit favoriser la participation et, dans le même temps, renforcer la responsabilité des citoyens. Il faudra renforcer la parité. Sans mesures fortes, il ne sera jamais possible d'avoir des équilibres au sein des exécutifs locaux. Il faudra accroître le droit des élus d'opposition, la séparation des fonctions exécutives et législatives locales. Il en sera de même en démocratisant les fonctions électives par la mise en place d'un statut de l'élu. Pour conclure, vous l'avez compris, cette proposition est simplement le fait d'essayer de démontrer, de dire que le principe de décentralisation ne peut pas se démonétiser. C'est à nous, ensemble, de lui rendre toute la valeur si importante pour nos territoires. Je vous remercie.